je reviens aujourd'hui pour vous faire un bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est terminé. Il est temps de revenir sur tous les livres lus pendant ces 3 derniers mois. Il y a quelques semaines, je vous avais déjà fait un bilan à mi-parcours. Je vous avais présenté 4 livres. Je vous avais parlé de Autumn de Philippe Delerme aux éditions Folio, que j'ai adoré. De Noces d'éternité de Aude Réco aux éditions du Petit Caveau, qui m'a laissé un petit peu mitigé. Des chroniques d'Oakwood de Marianne Stern aux éditions du Chat Noir que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin du premier tome de la BD Brocéliande Forêt du Petit Peuple, premier tome qui s'appelle La Fontaine de Barenton. C'est écrit illustré par Perru, Benoît, Jacquemoire. C'est aux éditions Soleil, collection Soleil Celtique, Contes de Bretagne. Et c'est un premier tome que j'avais trouvé vraiment très intéressant dans la réécriture de cette matière de Bretagne, de cette légende arthurienne. Et figurez-vous que depuis, j'ai lu 5 autres livres. Alors, je triche un petit peu. Il y en a 2 sur ces 5 que j'avais inscrits dans mon challenge, dans ma pile à lire de départ. Et il y en a 3 autres qui se sont greffés un petit peu comme ça, sans que je le fasse exprès, mais qui rentrent aussi parfaitement dans ce challenge, donc je les ai inclus. On commence par le premier tome des Sœurs Carmine, premier tome qui s'appelle Le complot des corbeaux. C'est de Ariel Holz et c'est dans le label Naos des Indés de l'imaginaire. Ce premier tome a eu un immense succès sur les blogs, sur Booktube depuis sa sortie. Et ce premier tome a gagné un public encore plus important grâce à sa participation au PLIB 2018. Et aussi et surtout parce qu'il a justement remporté ce prix littéraire de l'imaginaire des booktubeurs. Alors autant vous dire qu'avec un tel palmarès, j'étais curieuse, c'est vrai, de lire ce livre, mais aussi assez exigeante. J'avais quand même pas mal d'attentes. Je me suis dit, pour un titre qui remporte tous les suffrages, c'est que vraiment il doit être exceptionnel. Alors est-ce que j'ai aimé ou pas? Oui, je ne fais pas durer le suspense, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ce premier tome. J'ai trouvé que c'était bien écrit, beaucoup d'humour, beaucoup de références. J'ai trouvé que c'était très rythmé, on s'ennuie pas du tout. Il y a beaucoup d'interactions, les scènes s'enchaînent, bref, il n'y a pas de temps mort. L'ambiance est très sympa. Et les personnages également. On est dans une sorte d'univers victorien, donc plutôt fin 19e, et dans une atmosphère très sombre, gothique. D'ailleurs, la ville, le cadre dans lequel se situe cette histoire s'appelle Grisaille, donc ça veut tout dire. Les Sœurs Carmine, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une fratrie de 3 sœurs. La première, Tristabelle, qui a 19 ans il me semble, la seconde, Mériver, qui a 17 ans, et la petite dernière qui s'appelle Dolorine, qui a 8 ans je crois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Dans ce premier tome, on va suivre une des sœurs, celle du milieu, Mériver, qui est une monte en l'air. Une monte en l'air c'est quoi? En gros, c'est une funambule, une voleuse qui passe par les toits pour aller récupérer ses larcins. Leur mère s'est fait la malle, elles se retrouvent toutes les 3 toutes seules dans une vieille baraque, dans un vieux manoir un petit peu décrépit, et qui est constamment envahie par des huissiers qui leur réclament de l'argent. Alors, elles sont sans le sou, et pour essayer un petit peu de régler ce problème, Mériver essaye d'aller cambrioler à droite et à gauche. Et c'est justement après un des cambriolages ratés de notre héroïne Mériver que toute l'histoire de ce premier tome va démarrer. Mary était persuadée d'être sur un gros coup, le coup de l'année, le coup qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent et de sauver un petit peu la situation de ses sœurs. Et en fait, elle se retrouve avec une cuillère en argent, comme seul butin de son cambriolage. Une cuillère en argent qui paye pas de mine, et en fait cette cuillère va avoir une importance capitale, on va le comprendre au fil des pages, au fil de l'aventure. Il y a un énorme complot derrière tout ça, d'où le sous-titre, le complot des corbeaux, et évidemment les 3 sœurs se retrouvent bien malgré elles à l'intérieur de ce complot. C'est vraiment une très bonne lecture. Je ne possède pas encore le tome 2 que j'essaierai d'acheter à l'auteur Ariel Holz dès que je le verrai en salon. En attendant, je l'ai emprunté à la médiathèque pour pouvoir le lire dès que possible. J'ai enchaîné avec Du Feu de l'Enfer de Sir Cédric, ici j'ai l'édition France Loisirs. J'ai découvert Sir Cédric il y a pas mal d'années maintenant par un de ses tout premiers textes qui s'appelle Ange mort. Dans les anciennes éditions Nuit d'avril qui n'existent plus dorénavant. Je pense que c'est un des tout premiers titres de Sir Cédric. Tout ça pour dire que depuis Ange mort, depuis ce premier roman, il y a eu une belle évolution, il y a eu un gros travail du côté du style, du côté des histoires,
proposé par Sir Cédric. Et avec du feu de l'enfer, je trouve que c'est vraiment perceptible, on sent vraiment voilà, toute la maturité qu'a pu gagner l'auteur ces 10 dernières années. Je crois que ça fait environ 10 ans que Ange Mort a été publié. Clairement pour moi, Du feu de l'enfer, c'est un des titres les plus aboutis de Sir Cédric. Alors c'est vrai que c'est peut-être un titre un peu plus classique que ce qu'il pouvait faire auparavant. Auparavant c'était plus de l'horreur, de l'épouvante, du gothique, dans la veine Stephen King, il y avait vraiment un côté surnaturel fantastique. Là, avec Du feu de l'enfer, même s'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent, ça reste quand même très ancré dans la réalité et vraiment plus du côté du thriller. Donc ok, c'est peut-être plus classique, mais je trouve que ce côté plus classique apporte aussi un côté plus réaliste et donc on y croit encore plus et c'est encore plus efficace. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages principaux. Une jeune fille qui s'appelle Manon et son frère qui s'appelle Ariel. Décidément, entre Ariel Holz en auteur dans le titre juste avant et le Ariel ici, j'ai jamais eu autant d'Ariel masculin dans mes lectures. Frères et sœurs qui ne s'entendent pas du tout. Manon, c'est vraiment la jeune fille posée, qui a un travail stable, un petit peu bizarre comme travail, mais stable. Elle est thanatopractrice, thanatopractrice. Elle s'occupe d'embaumer les morts avant que ceux-ci soient exhumés. Et le frère Ariel qui lui, c'est tout le contraire. C'est un petit délinquant qui a une vie pas du tout stable, qui passe d'une embrouille à l'autre et qui appelle toujours sa grande sœur au secours. C'est elle qui doit régler ses problèmes. Et l'histoire commence justement une nuit lors de laquelle Ariel tambourine à la porte de sa sœur. Il a été mis dehors par sa petite amie, il n'a aucun endroit où dormir. Elle accepte qu'il dorme sur son canapé. Elle retourne se coucher, elle sent que ça va être une mauvaise nuit et que tout va aller de mal en pis. Effectivement, elle est réveillée quelques heures plus tard par un liquide qui lui goutte dessus du plafond. Et quand elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'il y a une énorme flaque rouge au plafond, une flaque de sang. Donc elle monte voir ce qui se passe, et en fait c'est son voisin, un de ses amis, qui a priori s'est suicidé. Elle appelle la police, et l'enquête commence, et tout va s'enchaîner, tout va s'accélérer à partir de là. Pour vous en dire un tout petit peu plus, pour vous donner envie d'aller voir plus loin, on va se rendre compte qu'Ariel a volé la voiture d'un personnage assez influent, assez important, un personnage qui a des mœurs très bizarres, qui fait partie d'une sorte de secte satanique. Ces gens influents, masqués, se retrouvent dans de vieilles demeures abandonnées et pratiquent des rituels pas franchement catholiques, j'ai envie de dire. Et dans ces rituels, il y a quand même des tortures d'animaux et des meurtres. Je ne vous en dis pas plus. Mais bref, le frère et la sœur vont se retrouver mêlés à quelque chose de beaucoup plus gros qu'eux, quelque chose qui les dépasse. Et ils vont essayer de s'en sortir, mais je pense qu'ils vont à chaque fois prendre les pires décisions. Ce qui est vraiment hyper bien avec Sir Cédric, c'est que c'est très rythmé. Les chapitres sont hyper courts, donc c'est vraiment le syndrome, le soir, du... Allez, encore un petit chapitre. Oh, allez, encore un petit chapitre. Oh, allez, il fait que 5 pages, encore un petit chapitre. Et en fait, les chapitres défilent super vite et on mange les 600-700 pages en 2 ou 3 jours à peine. Voilà, hyper rythmé, hyper dynamique. Pas de temps mort, on s'ennuie pas. Ce que j'ai bien aimé aussi ici, c'est la personnalité des protagonistes, notamment la personnalité de Manon, qui peut paraître un petit peu fade, un petit peu lisse au début, et qui finalement est plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer. Et à force de vivre une situation horrible, elle va peut-être glisser un petit peu du côté obscur de la force. Dans chaque personne se cache une zone d'ombre, et là on le voit plutôt bien avec Manon, mais je ne vous en dis pas plus. Donc une intrigue peut-être un petit peu classique, mais un rythme, une plume très efficace, des personnages intéressants. Bref, c'est un livre qui se dévore, c'est un page-turner. On continue avec Tragique Circus de Cécile Guignot et Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. C'est un livre écrit à 4 mains autour de l'univers du cirque, comme le titre l'indique, mais un univers de cirque un peu creepy, un peu sombre, un peu gothique, qui fait un petit peu peur, une lecture absolument parfaite pour Halloween. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le mettre
directement. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans votre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année prochaine, ça fonctionne super bien. C'est un court roman qui fait 210-215 pages. J'ai bien aimé la construction un petit peu particulière de ce titre. On va suivre deux axes narratifs. Le premier axe narratif est dédié au personnage qu'on voit là, qui s'appelle Catalina, qui est une jeune femme qui est diseuse de bonne aventure et qui vient de perdre sa grand-mère, sa seule famille, et qui était aussi son mentor. Elle se retrouve seule et c'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Avec sa roulotte, elle va aller un petit peu plus loin et elle va découvrir un cirque, le cirque Andréani. Et par peur de rester seule, elle va vouloir entrer dans cette troupe, elle va vouloir intégrer cette nouvelle famille. Sauf que ce cirque, cette troupe, est un peu spéciale. Elle est constituée de personnages un petit peu étranges. On a un ventriloque avec sa poupée qu'il ne lâche jamais. Donc là, ça me fait vraiment penser à des épisodes de séries télé, de Chair de poule par exemple, ou un des épisodes de Buffy aussi. C'est vraiment... La poupée ventriloque, c'est quand même un truc de cauchemar. Moi, je trouve que même quand ça parle pas, ça fout les jetons. Chucky, etc. Enfin bon, bref. Donc voilà, déjà rien que ça, c'est un petit peu bizarre. Et en fait, le ventriloque ne parle jamais avec sa vraie voix. C'est toujours la poupée qui parle à sa place. Donc voilà. Déjà un petit personnage qui font un petit peu les jetons. On a aussi une funambule très très jeune, très très douée, qui s'appelle Ophélia. On a une charmeuse de serpent, un homme qui se cache puisqu'il a le visage complètement brûlé. Et on a également, et surtout, le directeur du cirque, qui est un type parfaitement détestable. Donc Catalina se retrouve piégée dans cette famille, dans ce cirque. Et elle est tellement naïve et pleine de bonnes intentions qu'elle va essayer de sauver tout le monde, sauf qu'en essayant de sauver tout le monde, elle va créer la catastrophe. L'autre axe narratif, le deuxième axe narratif, est complètement différent. D'ailleurs, ça n'a tellement aucun rapport que pendant longtemps, je me suis demandé comment les auteurs allaient pouvoir relier ces deux histoires, parce qu'on se doute que les deux axes narratifs vont être mêlés à un moment ou à un autre, vont avoir un lien, mais sincèrement au début je ne voyais pas du tout où les auteurs voulaient en venir. Donc ce deuxième axe narratif se passe plutôt en ville, plutôt en zone urbaine. On va suivre un musicien qui s'appelle Pierre, qui est violoniste, qui rêve de succès. Il rêve de gloire, il rêve de monter sur scène, de devenir un grand musicien. Sauf que ça n'arrive pas, et pour le moment il joue dans la rue, et il attire pas forcément les regards. Jusqu'au jour où il va croiser la route d'une jeune femme qui s'appelle Hortense, qui est une jeune fille de bonne famille, qui a une voix extraordinaire. C'est une diva, elle chante divinement bien. Ils vont tomber amoureux, et leur duo sur scène va tellement bien fonctionner qu'ils vont avoir un succès énorme. Sauf que petit à petit, Hortense va prendre de plus en plus le devant de la scène et Pierre va de plus en plus être relégué au second plan, dans l'ombre, tant et si bien qu'on ne connaît même plus son nom. Tous les spectateurs n'ont d'yeux et n'ont d'oreilles que pour Hortense. Voilà, ce qui va créer une très grosse jalousie et beaucoup de mal-être pour Pierre, mais je ne vous en dis pas plus. Donc à part ce monde du spectacle, à part ce monde des projecteurs, il n'y a quand même pas grand chose qui relie les deux histoires, mais vous allez voir que si, elles sont bel et bien liées et on le découvre dans la dernière partie du roman. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans cette histoire, mais aussi des scènes très dures, des thématiques très difficiles également. J'ai bien aimé le fait que les auteurs s'approprient la thématique de la monstruosité versus l'humanité. Finalement les monstres c'est pas forcément ce qu'on croit, et finalement l'innocence c'est pas forcément là où on l'attend. En lisant Tragic Circus, j'ai aussi beaucoup pensé au film qui vient de sortir, enfin en 2017, The Greatest Showman, que j'ai vu il y a pas très longtemps, que j'ai bien aimé mais sans plus. Voilà, c'est aussi le monde du spectacle, le monde des monstres de foire, du cirque, etc. Mais bon, ici c'est quand même beaucoup plus sombre, tragique et torturé que le film comédie musicale qui est vraiment plein de paillettes et de couleurs. Mais si vous aimez le monde du cirque un petit peu plus creepy, je pense que Tragic Circus devrait vous plaire. Je continue avec Dans la vallée de Anna Kent aux éditions Presse de la Cité. J'ai adoré cette lecture.
J'ai mis un petit peu de temps à la lire. J'ai mis plusieurs jours, plusieurs semaines, mais c'est une lecture très dense, très prenante et qui m'a vraiment touchée en plein cœur. J'ai failli verser une larme. Il y a des passages, voilà, c'est hyper immersif et vraiment ouais, très très dur. Ça commence en 1825, en pleine campagne irlandaise. Donc déjà, rien que ça, niveau misère sociale, pauvreté, grisaille, froid, pluie, famine, voilà, le décor est posé et on sent qu'on va pas se marrer. Et dès le premier chapitre, ça se confirme, puisqu'on rencontre Nora, une femme dans la quarantaine, qui apprend que son mari est mort en pleine campagne irlandaise. Donc Nora se retrouve veuve, seule pour élever un petit garçon qui a 4 ans, qui s'appelle Michael, et on va le découvrir, ce petit garçon n'est pas tout à fait normal. Imaginez cette Irlande très pauvre, très miséreuse, début du 19e siècle, les petites chaumières sans fenêtre, toit de chaume, beaucoup de courant d'air, juste un trou pour faire office de cheminée et évacuer la fumée et les odeurs de tourbe. On se chauffe à la tourbe à ce moment-là, ça chauffe pas beaucoup, ça dégage beaucoup de fumée, mais bon, il n'y a que ça pour chauffer. On mange que des pommes de terre parce qu'on n'a rien d'autre de toute façon, donc vraiment beaucoup de pauvreté. Et en plus, la bouche qui pouvait nourrir et qui pouvait apporter un petit peu d'argent, qui pouvait travailler, meurt foudroyée, a priori d'une crise cardiaque. Enfin nous, lecteurs du 21e siècle, on imagine que c'est une crise cardiaque, mais dans cette Irlande du début du 19e siècle, vraiment pleine de superstitions, on va commencer à imaginer que c'est à cause de la présence des bonnes gens, puisqu'on a vu des lumières qui peuvent faire penser que le petit peuple était présent et que c'est à cause d'eux qu'est mort le mari. On va assister à la veillée funèbre, tout le village, toute la famille arrive pour plusieurs jours pour accompagner le passage du mort dans l'au-delà, des rituels, chacun amène à boire, à manger, la maison est envahie. Et Nora subit tout ça avec énormément de tristesse évidemment, mais aussi beaucoup de peur, de crainte que tous ses voisins et toute sa famille découvrent le petit garçon, son petit-fils qu'elle a recueilli à la suite de la mort de sa fille, qui est morte, dans des circonstances un petit peu étranges. On pense que là aussi elle a été enlevée par le petit peuple. Je vais quand même vous en dire plus sur ce petit garçon, Michael, qui a 4 ans. Sa grand-mère Nora l'avait rencontré 2 ans auparavant, donc lorsqu'il avait 2 ans, elle était allée rendre visite à sa fille et à son gendre, et elle avait découvert à ce moment-là un petit garçon en pleine santé qui commençait à marcher, qui commençait à parler, avec des beaux cheveux roux, des beaux yeux, souriants, enjoués, etc. Donc le plus beau des petits garçons, tout allait bien. Et quand elle le recueille, 2 ans plus tard, quasiment 2 ans plus tard, quelques mois à peine avant le début de cette histoire, elle recueille un petit garçon très maigre, famélique, qui ne marche plus, qui ne parle plus, qui a les jambes si petites, si maigres qu'elle ne le porte plus. Il crie, il a un comportement bestial quasiment, il tape du poing, un comportement si étrange qu'elle veut le cacher à tout son voisinage, à tout son entourage. Nous, avec notre regard de lecteur du 21e siècle, on se doute que ce petit garçon a subi quelque chose, entre la famine, le froid, pas beaucoup de soleil, voilà, mauvaise alimentation, pas de soins, etc. On se doute que ce petit garçon souffre de rachitisme, sauf qu'à cette époque-là, avec toutes les superstitions, toutes les croyances qu'il pouvait y avoir dans cette campagne irlandaise, on va s'imaginer, Nora va se convaincre, va s'imaginer que ce petit garçon a été enlevé par les fées, que son petit garçon a été enlevé par les fées, et qu'à la place, les fées lui ont laissé un changeling. Donc, le changeling, dans la culture, dans le folklore celtique, dans le folklore irlandais, c'est soit un vieux morceau de bois laissé par les fées et qui prend l'apparence de l'enfant qui a été enlevé, soit une vieille fée complètement difforme qui prend aussi plus ou moins l'apparence de l'enfant qui a été enlevé.
Voilà, donc c'est pas le véritable enfant, c'est un substitut plus ou moins maléfique qui justement a toutes ces caractéristiques du rachitisme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour cette veuve et son petit garçon? Il va se passer qu'elle va rencontrer, enfin non, elle va pas rencontrer puisqu'elle la connaît déjà, mais elle va se rapprocher de plus en plus de Nance Roche, qui est une vieille femme qui vit seule, une guérisseuse qui vit un petit peu plus loin, dans une petite chaumière, qui est connue pour soigner les petits maux du quotidien. Alors certains habitants louent ses capacités, louent ses dons et vont la voir très volontiers. Elle n'accepte pas d'argent en échange, elle accepte plutôt des dons, de la nourriture, de la tourbe, etc. L'ancien curé du village vantait même ses dons, il les utilisait assez régulièrement, ils étaient en bon terme, tout se passait bien. Sauf que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, dans le village est arrivé un nouveau curé qui lui ne supporte pas toutes ces superstitions, toutes ces traditions païennes. Pour lui, c'est signe du diable, signe de sorcellerie, et donc il va faire de cette figure de vieille femme seule, qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais eu d'enfant, qui sait l'art des simples, qui sait guérir, qui connaît l'art de la médecine, mais qui n'est pas médecin. Il va faire d'elle vraiment la figure à abattre dans le village. Et petit à petit, il va convaincre tous les habitants qu'elle jette des sorts, qu'elle est maléfique, que tout ce qui a trait au petit peuple c'est des diableries, qu'il faut arrêter de parler de ça, qu'il faut s'en éloigner, qu'il faut arrêter avec tous ces petits rituels. Ce que j'ai trouvé très émouvant, c'est que j'ai pas su où me placer vraiment dans cette histoire, parce que parfois j'avais envie d'être du côté, entre guillemets, de Nance, de cette guérisseuse qui est persuadée de ses dons, qui est persuadée d'être en communication avec le petit peuple. J'ai eu envie d'y croire à ses superstitions, j'ai eu envie de croire à ses fées, à ses changelings. J'ai eu envie de croire moi aussi que Michael avait été enlevé par les fées. J'ai eu envie de pardonner à Nora qui a des réactions vraiment malveillante quasiment face à ce petit-fils qui n'est plus son petit-fils pour elle, donc elle peut pas l'aimer, elle peut pas bien s'en occuper. Voilà, j'ai eu envie de la comprendre, j'ai eu envie de lui pardonner, et en même temps j'ai été un petit peu, pas révoltée, mais j'ai été chagrinée par le fait que toutes ces superstitions finalement engendrent des drames, ont engendré des situations vraiment très compliquées. Et puis j'ai eu envie aussi de détester ce curé qui met de l'huile sur le feu. Bref, j'ai été un petit peu secouée, révoltée par cette lecture, par cette ambiance. Et je ne peux que vous conseiller cette lecture si c'est un sujet qui vous intéresse. Je voudrais juste terminer ce long blabla en disant que c'est un livre, une histoire, qui est inspiré d'un fait réel. En fait, au 19e siècle, en Irlande, il y a eu plusieurs cas de possession, pas possession, mais de changeling. Et l'entourage de ces enfants ou de ces personnes adultes qui étaient soi-disant possédés par les fées, qui étaient soi-disant des changelings, en sont arrivés à des situations extrêmes, dramatiques, qui ont conduit à des procès. Si ça vous interpelle, si ça vous intéresse, il y a plusieurs articles que vous pouvez trouver sur internet. Il y a pas mal de documentation anglaise, enfin en anglais. Il y a même des mémoires, des thèses sur le sujet, sur l'utilisation du petit peuple, des bonnes gens, des changelings pour expliquer des maladies, pour expliquer des situations dramatiques. Et j'aimerais bien justement lire un recueil d'articles d'un ethnologue américain qui s'appelle Peter Narvaez, donc c'est vraiment quelque chose de très scientifique, de très sérieux. Et ce recueil s'appelle The Good People. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle énormément, qui fait vraiment partie de cette culture celte, de ce folklore celtique, notamment irlandais. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des vidéos, mais en Irlande, les anciens et même les enfants sont habitués dans les campagnes, et pas que, à avoir encore quelques rituels pour le petit peuple, pour les bonnes gens, the good people comme on les appelle. C'est quelque chose qui est vraiment ancré, c'est traditionnel, et je trouve que ça dit beaucoup
sur le pays sociologiquement, ethnologiquement, anthropologiquement, voilà, ça dit beaucoup et c'est hyper intéressant. Et enfin, dernier titre que je vous présente et qui fait écho au titre dont je viens de vous parler, donc c'est super. Il s'agit de Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac aux éditions Solar. C'est un documentaire, c'est pas du tout une fiction, mais si je dis qu'il fait écho au titre précédent, c'est parce qu'il va revenir sur cette figure de la sorcière, et ce terme était surtout utilisé il y a quelques siècles pour qualifier toutes ces femmes justement qui vivaient en marge de la société, qui étaient seules, généralement assez vieilles, pas mariées, qui n'avaient pas eu d'enfants, et qui connaissaient cet art des simples, la guérison, mais qui ne pouvaient pas prétendre à être qualifiées de médecins parce qu'elles faisaient un petit peu d'ombre, un peu trop d'ombre aux hommes qui justement étaient médecins. Elles étaient souvent sages-femmes, mais voilà, on les poussait un petit peu de côté quand même parce qu'elles s'en savaient un petit peu trop. Et puis ces femmes faisaient aussi un petit peu peur parce qu'elles n'entraient pas dans le droit chemin. Elles ne faisaient pas ce pourquoi elles étaient nées, a priori, c'est-à-dire se marier et avoir des enfants, puisqu'on le sait tous, nous femmes, nous sommes nées, nous sommes sur Terre pour faire des enfants, pour procréer. Voilà, bien sûr. Odile Chabriac revient sur cette figure de la sorcière, et elle revient là-dessus de façon scientifique, de façon anthropologique, sociologique, historique, féministe. Voilà, donc c'est scientifique et en même temps c'est très abordable. Elle a des références, c'est documenté, mais ça reste très grand public, ouvert à tous. Ce titre est partagé en 3 parties. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premières, qui sont, comme je vous le disais, plutôt scientifiques, plutôt documentées. Et la 3e partie est peut-être celle qui m'a le moins séduite, et qui s'appelle Quelques pas pour s'initier. C'est la partie un petit peu plus développement personnel de ce livre. Voilà, ça correspond à cette partie du bouquin. C'est intéressant, ça ouvre plusieurs portes, ça ouvre plusieurs voies à explorer si on en a envie. Mais ça me correspond peut-être un petit peu moins, et en même temps c'est bizarre de dire ça puisque la plupart des choses qu'elle met en avant c'est quand même des choses que je fais très naturellement chez moi. Donc, mais je suis pas d'accord quand même avec tout et je me suis pas retrouvée dans tout. En même temps c'est compliqué de se retrouver dans tout. Si j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre, c'est parce qu'il m'a fait prendre conscience d'une partie de moi que je connaissais mais pour laquelle j'arrivais pas vraiment à mettre de mots dessus. Et en fait ça m'a beaucoup rassurée. Cette figure de la sorcière, c'est quand même une figure qui est pointée du doigt depuis des dizaines d'années, des siècles, et qui encore aujourd'hui est un petit peu pointée du doigt quand même. Enfin je veux dire, même si on est en 2018, être une jeune femme, une femme qui a passé la trentaine, qui vit seule, qui n'a pas forcément de compagnon fixe dans sa vie, qui ne rêve pas à une vie maritale et qui n'a pas encore d'enfant, en bref, qui est vieille fille quoi. Même si on est en 2018, même si les choses changent petit à petit, même si les mœurs changent, il y a toujours quand même ce petit regard intrigué, perplexe de tous ces gens qui comprennent pas ce choix de vie. Voilà, donc lire des choses comme ça rassure en se disant non, on n'est peut-être pas si bizarre que ça, on fait juste des choix qui correspondent pas à tout le monde, mais des choix qui nous rendent heureux, heureuses, et c'est bien le principal. Voilà, donc là ça m'a confortée, ça m'a réconfortée, et ça m'a fait vachement du bien. Donc un livre que je vous conseille si vous avez envie d'aborder simplement, mais de façon documentée, cette thématique de la sorcière, cette figure qui finalement n'est peut-être pas juste cette figure qu'on retrouve à Halloween avec son chapeau pointu et son balai et son chat noir. Je vais conclure cette vidéo et ce challenge en annonçant que je l'ai réussi haut la main et que ça fait super plaisir parce que habituellement je ne réussis jamais aucun challenge, aucun défi que je me lance. Donc là vraiment je suis mais hyper heureuse parce que souvenez-vous le Pumpkin Autumn Challenge à la base c'est 4 menus différents dans lesquels vous avez 3 sous-catégories à chaque fois. Et bien figurez-vous que j'ai validé 3 menus sur les 4 et quand je dis validé c'est que j'ai lu les 3 sous-catégories
de ces 3 menus. Je n'en reviens même pas moi-même. Alors pour vous faire un petit bilan, je vais reprendre très rapidement les différents menus et les titres qui entraient là-dedans. Pour le menu Automne frissonnant, j'ai lu Du feu de l'enfer, Noces d'éternité, et à la place du 12e tome de la Communauté du Sud, j'ai lu le premier tome des Sœurs Carmine. Oui, il y a des vampires dedans, il y a des créatures avec des crocs. Moi je trouve que ça rentre plutôt pas mal dans cette catégorie. Pour le menu ensorcelant, j'ai lu Les Chroniques d'Oakwood, Tragic Circus, et à la place de Fragments et cicatrices, j'ai lu Âme de sorcière ou La magie du féminin. Pour le menu enchanteur, j'ai lu le premier tome de Brocéliande, de la BD, et Dans la vallée, qui correspond à 2 sous-catégories. La première sous-catégorie, c'était la sous-catégorie métamorphose, animalité. Donc le coup du changeling, pour moi, ça rentre parfaitement là-dedans. Et la deuxième sous-catégorie, c'était le petit peuple, les elfes, etc. Je crois que j'ai tapé dans le mille. Et enfin, le dernier menu, celui que je n'ai pas rempli jusqu'au bout, mais quand même, j'ai lu un titre. C'était le menu Douceur de vivre. Pour celui-là, je n'ai lu qu'un titre, mais quel titre! Automne. Ce Pumpkin Autumn Challenge a été une véritable réussite. J'ai lu quasiment que des titres géniaux. J'ai été vraiment dans l'ambiance, j'ai adoré. Donc j'aimerais continuer dans cette optique avec le challenge suivant qui a démarré puisqu'il a commencé le 1er décembre. Il s'agit évidemment du Cold Winter Challenge. Vous l'avez peut-être vu passer, j'ai publié une vidéo pile à lire pour ce challenge justement, et il ne me reste plus qu'à aller lire tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Il y a du boulot. Et surtout là, il n'y a que 2 mois pour en venir à bout, donc allez, on va se retrousser les manches et on va y aller, on va y arriver. J'aimerais bien avoir une 2e victoire quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut, prenez soin de vous. Merci.